Une cité à Malakoff, banlieue communiste en bordure du périphérique parisien. Un morceau de ce qu'on appelle la France des invisibles, ceux qui vivent avec peu de moyens. Cette campagne présidentielle, il la juge sévèrement. Sincèrement, j'ai pas l'impression qu'on s'occupe de nous. On est laissé pour compte parce que je pense qu'on n'intéresse pas les grands hommes politiques. Ils font la campagne pour eux et pas pour nous. Il ne faut pas se faire d'illusions. Cet avis est partagé par de nombreux Français. 65% trouvent cette campagne pas intéressante et estiment qu'on parle trop de la crise, de la dette et de l'immigration. La crise, évidemment, tout le monde en parle, ils ont que ça à la bouche, mais ils n'en parlent pas de façon fondamentale. Et ils trouvent qu'on ne parle pas assez de logement, de retraite et de pouvoir d'achat. C'est le travail, c'est sur ces thèmes-là que les candidats devraient un peu plus plancher, quoi. C'est pas la viande halal ou ces histoires-là qui n'intéressent pas ou très peu les gens, quoi. D'après le même sondage, ce jugement négatif traverse tous les électorats et toutes les catégories sociales. Exemple, cette famille qui gagne 3 000 € par mois. Les débats politiques, ils les suivent à la télé, mais n'y trouvent pas leur compte. Le flou artistique, c'est bien, mais dans l'art, pas en politique. Nous, on s'attend à des précisions. Mais cette déception exprimée à voix haute ne débouche pas nécessairement sur l'abstention. Vous irez voter quand même ou pas ? Oui, j'irai voter. Vous n'avez pas envie de vous abstenir ? Ah non, j'irai. Voilà, c'est un nouveau candidat qui va commenter ce reportage. J'accueille en effet Philippe Poutou. Merci d'être avec nous. Vous êtes le candidat du nouveau parti anticapitalistique. Vous êtes le seul ouvrier parmi les candidats à cette élection présidentielle. Et vous avez aujourd'hui déposé ces fameuses 500 signatures dont vous pouvez concourir. Lorsque vous voyez ces Français qui se qualifient parfois de la France d'en bas, qui vivent dans des difficultés, au fond, ne plus croire vraiment en tel ou tel candidat, même pas en vous, vous réagissez comment ? Mais pas en nous, ou pas en moi, c'est parce qu'on est très peu visible médiatiquement. Donc, non, mais là, ils ont entièrement raison. Tout ce qui a été dit, c'est archi vrai. Mais c'est un classique des campagnes électorales. On se sent toujours, enfin, je dis on parce que habituellement, je suis de l'autre côté de la barrière. Mais on se sent toujours, évidemment, écarté de tout ça. Alors après, on le voit aussi là quand ils font le tour des usines, on voit tous ces candidats qui cherchent à faire populaire, hommes du peuple. Ils se revendiquent du peuple, les autres candidats. Ils font un concours de celui qui sera le plus candidat du peuple. C'est terrible ça. Mais c'est vrai que c'est aussi le propre d'une campagne électorale où ils gouvernent pendant des années en menant une politique au service des riches, et puis quand il s'agit des élections, ils savent qu'il y a besoin des millions de voix, et les millions de voix, c'est les gens du peuple. Donc voilà, ils font semblant de s'intéresser à eux, mais c'est vrai que là, même sur les thèmes de campagne, c'est vrai que c'est flagrant, quoi. La viande halal, c'est vraiment le truc symbolique pour comment on dévie un truc, comment on essaie de parler d'autre chose, et puis en plus derrière la question de la viande halal, on sait qu'il y a aussi ça spécule sur des préjugés. Mais on voit bien que la campagne actuelle, c'est exactement la même que d'habitude. C'est toujours les mêmes méthodes, mais sauf que peut-être qu'aujourd'hui, ça paraît encore plus choquant parce que la crise est profonde, parce que la pauvreté, la difficulté de se loger, de se soigner, c'est beaucoup plus grave que d'habitude. Et c'est vrai qu'il y a un décalage de plus en plus important. Les inégalités sociales sont plus importantes, et je crois que c'est ça qui peut-être devient de plus en plus choquant, quoi. Alors, vous vous présentez comme, au fond, révolutionnaire. C'est pas par les urnes que vous pensez un jour que votre mouvement arrivera au pouvoir. Qu'est-ce que vous faites dans une élection qualifiée autrefois de bourgeoise ? C'est une tribune, c'est une vitrine. L'NPA participe à toutes les élections, que ce soit les municipales, les cantonales, les législatives. C'est vrai qu'on a peu de chance d'avoir des élus, mais on participe quand même. Alors les présidentielles, l'écart est encore plus grand parce qu'on sait très bien qu'on n'a aucune chance d'être élu. Mais c'est une manière pour nous de défendre nos idées, quoi. Voilà, on est pour la démocratie, on est pour que les courants d'idées soient exprimés, on a la légitimité d'être là, donc on défend. Mais c'est vrai que c'est un moyen pour nous, en tout cas les présidentielles, c'est un moyen de défendre beaucoup plus largement les idées de la contestation sociale, et puis de se faire aussi les porte-parole du camp des opprimés, mais en même temps avec cette idée qu'il y a une perspective politique, et justement celle de refuser de se résigner, et qu'il faut se préparer à des luttes sociales, et c'est un peu tout ça l'enjeu. Alors c'est vrai qu'il y a un côté, on peut dire, une élection ne change pas la vie, mais n'empêche qu'elle peut permettre aussi à défendre autre chose, et de faire entendre autre chose, et de redonner l'espoir aussi au camp des opprimés. Alors vous vous présentez comme un anonyme, vous êtes devenu un anonyme finalement assez célèbre. On va regarder avec ce reportage l'offre d'extrême gauche et la façon dont elle fonctionne, dont elle va à la rencontre des Français, parfois dans des auditoires qui sont assez clairsemés. Dans les sondages, l'extrême gauche semble marginale malgré la crise. Hier soir, 200 personnes sont venues assister au meeting. Mais selon la candidate de lutte ouvrière, l'esprit révolutionnaire n'est pas mort. On
on existe, on est là et on continuera d'affirmer qu'on est vraiment dans une société pourrie, qu'il faut changer, que le chômage ce n'est pas une fatalité, que les bas salaires ce n'est pas une fatalité. Autre candidat peu connu du grand public. Un nouveau venu presque amusé par les caméras. Philippe Poutou du nouveau parti anticapitaliste. Il vient ici pour plaider en faveur d'un SMIC à 1 700 € et pour l'expropriation des banques. Mais ça ne soulève pas les foules. Alors on préférait avoir aujourd'hui des sondages à 4 ou 5 comme à l'époque d'Olivier Besancenot, mais aujourd'hui on n'a pas ça, mais on sait aussi que c'est pas uniquement un problème interne au NPA, c'est aussi une situation sociale qui est difficile. C'est comment on peut résister au rouleau compresseur de la crise capitaliste. On ne sait pas trop, des fois il y a des usines, même il y a des plans de licenciement, ça ne réagit pas. Le NPA est au creux de la vague, mais les militants ne perdent pas de vue leur cible prioritaire. Si Sarkozy refait 50 plus, pour moi c'est une guerre civile. Bousculé par le succès de Jean-Luc Mélenchon, l'extrême gauche compte maintenant sur la campagne officielle pour exister dans le débat. Voilà, il y a des candidats à gauche de la gauche, notamment Mélenchon, et des candidats d'extrême gauche dont vous faites partie. Ce qui est assez curieux, c'est que vous ne parveniez même pas à vous fédérer, à vous retrouver entre vous. Vous êtes à 1%, d'autres le sont également, ça aurait au moins fait 2%. C'est vrai, mais non, mais on regrette ça, cette situation-là. On ne dit pas qu'on est content d'être éparpillé comme ça. Il y a la question de l'extrême gauche, mais globalement, c'est la gauche de la gauche. Et puis même dans les luttes sociales aujourd'hui, dans une entreprise, la division des syndicats. Enfin, il y a plein de choses, il y a plein de barrières entre nous et qui fragilisent le monde des opprimés et qui fait qu'aujourd'hui, on est en position beaucoup plus difficile pour riposter au coup de la crise. Ça, c'est sûr. Donc, mais nous, on défend la perspective de reconstruire tout ça, de reconstruire un tissu de résistance, un tissu de militants. Et c'est pour ça que l'idée de départ du nouveau parti anticapitaliste, c'était ça. C'était la LCR a fait un appel en disant voilà, il faut qu'on construise un parti anticapitaliste large qui comprend plusieurs idées, plusieurs courants d'idées. Bon, les trotskistes, les libertaires, des gens qui n'avaient pas d'idées comme ça. Et on reste toujours dans cette idée-là. C'est comment on peut reconstruire justement la résistance du côté des opprimés. Alors, vous êtes sur une antenne mondiale. Je devrais vous demander si vous avez un programme international. Il est surtout internationaliste. Oui, nous on est internationalistes, c'est-à-dire qu'on pense que les peuples du monde entier ont les mêmes intérêts, il faut qu'on arrive à se battre ensemble, à résister ensemble, parce que l'adversaire n'en a qu'un, c'est le capitalisme mondial, ce sont les spéculateurs. Là où c'est encore plus flagrant, c'est à l'échelle de l'Europe, ce qui se passe aujourd'hui en Grèce avec la révolte de la population grecque, où il doit y avoir des liens avec l'Espagne, avec le Portugal, avec la Belgique, l'Angleterre. On voit bien qu'il y a de la contestation sociale partout, mais que le problème on a exactement le même, c'est-à-dire c'est cette question de la dette qu'on veut nous faire payer, c'est cette crise qu'on veut nous faire payer, et c'est vrai qu'on le voit, les responsables de la crise que sont les spéculateurs ou les capitalistes, ils essaient de faire payer à tous les peuples. Et donc la question pour nous, c'est comment on peut résister ensemble. Et voilà, donc la perspective, elle est bien là, quoi. Alors vous venez de parler précisément de l'immigration. On va voir sur la question du droit de vote des étrangers. On va voir avec ce reportage qui nous montre comment les journalistes nous suivent. Jingle, comment ils nous voient. Voilà, et nous avons suivi pour cela le travail de journalistes internationaux qui sont actuellement en poste à Paris, qui suivent cette campagne autour de cette question du vote des immigrés, puisque dans leur propre pays, vous allez le voir, c'est une chose qui existe parfois depuis plusieurs décennies. Imaginez une France sans immigrés. Vous savez, ceux qui se lèvent tôt pour travailler plus, dans les supermarchés, les restaurants, sur les chantiers, dans les halls d'accueil, auprès de nos enfants. Difficile apparemment d'imaginer le pays sans eux. En plus, ils payent leurs impôts. Mais ils n'ont pas le droit de voter pour les élections locales. Pourquoi ? Le ministre de l'Intérieur l'a récemment très bien expliqué. Nous ne voulons pas que des conseillers municipaux étrangers rendent par exemple obligatoire la présence de la nourriture halal dans les repas des cantines. Ah d'accord, si j'ai bien compris, droit de vote des étrangers égale plus d'immigration, et plus d'immigration égale recrudescence de viande halal ou cachère. Vous y voyez un lien, vous ? Demandons ce qu'en pense la journaliste Moira Dinin. En Irlande, son pays natal, les résidents étrangers votent depuis 1963, et là-bas, on exporte même de la viande halal. C'est intellectuellement malhonnête. Je pense que les politiques français, ils n'ont pas beaucoup d'ambition pour la France, alors ils ont décidé de stigmatiser les étrangers, ou les musulmans, ou les juifs,
ou les minorités. La droite française a adopté le programme de l'extrême droite française parce qu'il y a un vide. Un vide ? Pourtant, l'avis sur la question est tranché et définitif depuis longtemps. Sur le droit de vote au sol municipal, pour des étrangers présents depuis 10 ans sur le territoire national, était une question qui devait être ouverte. En ce qui me concerne, j'y suis favorable. Est-ce que je suis pour le droit de vote des immigrés aux élections locales ? Ma réponse est sans ambiguïté. Je suis contre le droit de vote des immigrés. Ça, c'est le genre de rétropédalage qui rafraîchit la mémoire, notamment celle du journaliste danois Björn Willum. Au Danemark, le droit de vote aux étrangers est autorisé depuis plus de 30 ans. Aujourd'hui, de dire aux Français que votre préoccupation majeure, c'est une question de viande halal et d'étiquetage, ça pour moi c'est une erreur, mais une très grave erreur d'appréciation. Ouais, bien de toute façon à l'UMP, voilà ce qu'on en fait de la viande halal. Avant de partir sur un coup de poing, laissons le mot de la fin à Edita Urmonaite, notre consoeur lituanienne dont le pays autorise aussi ses résidents étrangers à voter depuis 10 ans. En tout cas, de la logique lituanienne, la réponse serait un peu comme si on se demandait de savoir s'il faut faire voter les copropriétaires étrangers lors d'une assemblée de l'immeuble. Et bien sûr, la réponse serait oui, parce que dans les municipalités, en tout cas en Lituanie, on discute et on s'occupe plutôt des questions d'ordre vraiment quotidien. Et je crois que pour les élections locales, on voit en Lituanie, mais aussi dans d'autres pays, il y a quand même pas mal de pays en Europe qui ont accordé ce droit de vote, ça n'affecte à rien le destin national. À voter. Alors vous, Philippe Poutou, vous êtes pour quelle décision? Ils peuvent voter, ils ne votent pas, vous êtes pour ce droit de vote, vous? Nous, on est complètement pour le droit de vote des immigrés, mais à toutes les élections, que ce soit les municipales ou les présidentielles. On est pour le droit à l'éligibilité aussi des immigrés, parce que nous on considère qu'à partir du moment où on vit quelque part, à partir du moment où on travaille quelque part, on doit pouvoir avoir les mêmes droits politiques, socio-économiques. De la même manière qu'un ouvrier étranger dans une entreprise vote aux élections professionnelles, bon, ce qui est archi logique, ben voilà, on devrait pouvoir voter. Ce qui compte, c'est là où on vit, c'est pas la nationalité. Bon, voilà, donc nous on est archi pour. Alors la question que l'on pose aussi classiquement aux candidats, c'est de savoir s'ils sont pour la régularisation au cas par cas ou massive des sans-papiers. Vous allez au-delà, vous êtes pour régulariser tout le monde, bien sûr, et même on vit où on veut. Ouais, on est pour la liberté de circulation. Enfin, c'est des trucs qui nous apparaissent fondamentaux, quoi. Il n'y a plus de frontières. On serait pour qu'il n'y ait plus de frontières, oui, parce que c'est des choses qui servent à diviser les peuples. Et puis on a vu dans l'histoire, et puis ça sert à des guerres et tout ça. Donc ouais, nous ça nous apparaît des droits humains fondamentaux. D'ailleurs, l'humanité au début, quand elle est apparue, il n'y avait pas de frontières. Elle a pu, heureusement, d'ailleurs, ça a permis aux hommes de franchir, enfin de dépasser, des continents. Mais ouais, c'est un minimum. On vit où on veut, qu'on doit pouvoir se circuler comme on veut. Mais alors, ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui, les hommes, ils peuvent pas le faire, enfin les hommes et les femmes, et les capitaux circulent comme ils veulent. Donc là, il y a un gros problème. Donc voilà, pour nous, c'est fondamental. Oui. Je vous présente Ana Navarro-Pedro, qui est avec nous sur le plateau. Merci Ana, de France 2012, portugaise. Vous travaillez à Paris pour donc un quotidien portugais et qui va vous poser des questions, vues peut-être à travers le regard, le tropisme de son pays. Une question depuis le Portugal, presque voisin. On suit ces élections françaises? Un peu moins cette fois-ci. Un peu moins parce que les élections françaises ne semblent pas, en général, aux étrangers cette fois-ci très prenantes, très intéressantes, et un peu moins parce que nous vivons une crise dramatique et le quotidien est très difficile dans notre pays. Est-ce qu'il y a une offre analogue à celle que représente ici Philippe Poutou, le nouveau parti anticapitaliste? Il y a une extrême gauche portugaise qui ne ressemble pas à l'extrême gauche française. Comme en Italie, comme en Grèce, c'est une extrême gauche plutôt antilibérale et qui fait un accompagnement au quotidien de la population dans la dénonciation des mesures d'austérité, soit à un niveau plus conceptuel, soit au niveau de l'accompagnement des souffrances des gens. Et donc, justement, là, c'est quelque chose que je voulais... Vos questions. Qui m'intéresserait parce que c'est toute cette différence avec cette extrême gauche en France. On voit, que ce soit votre parti ou le parti frère ou frère ennemi, je ne sais pas comment dire. Non, pas ennemi. En France, vous semblez toujours attendre qu'il y ait une révolte sociale pour pouvoir ensuite jouer un rôle politique, ou même si ce n'est pas un grand soir, des révoltes pour pouvoir jouer vraiment un rôle politique important. Et je vois que c'est peut-être ça, je ne sais pas. En tant que Portugais, je me demande si ce n'est pas là la clé de la désaffectation des électeurs vis-à-vis de cette tendance politique. En 2002, 10% de vote, 2007, 5%. Cette année, les deux candidats plafonnent très bas. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y aurait peut-être là une révision à opérer et accompagner les souffrances des gens autrement?
Philippe Poutou. Non, mais ça me surprend ça parce qu'on est dans toutes les batailles sociales au quotidien, donc on n'est pas en train d'attendre quelque chose. Bon, moi je suis syndicaliste dans une entreprise, ça fait 4 ans que je me bats contre la fermeture de l'usine avec mes collègues de boulot. Ensuite, on milite dans des collectifs pour l'annulation de la dette. On milite chez les précaires, avec les indignés, avec les batailles dans des collectifs pour défendre des maternités, pour défendre des écoles. Enfin, on est dans toutes les batailles. Justement, on est un petit parti avec peu de moyens, mais on est complètement éparpillé dans toutes les batailles, que ce soit donc le service public, dans le privé, la question des salaires, enfin tout. On est dans tout. Puis la question des immigrés, des sans-papiers. Enfin, avec ESF. Voilà, on est réellement intégré dans toutes ces batailles-là, et ce qui complique un peu notre tâche, parce que on est un parti avec une multiplicité de combats et on a du mal effectivement à nous-mêmes se développer. Mais non, on est en plein là-dedans, quoi. Après, mais parce que vous semblez aussi, quand je fais la comparaison avec l'extrême gauche portugaise, qui d'ailleurs est présente au Parlement, vous semblez aussi être dans une opposition permanente, alors que dans le discours de l'extrême gauche portugaise, il y a une dénonciation qui est articulée par rapport aux mesures qui sont prises, où l'on dit, mais vous voyez, cette mesure, elle va nous amener ceci et cela, c'est ce genre de problème. Et donc, il y a un accompagnement aussi plus de la réflexion. Vous voulez dire Exactement. Et donc, j'ai l'impression que l'extrême gauche française, comme d'ailleurs une bonne partie de la politique française, est encore un peu prisonnière de schémas idéologiques qui sont peut-être un peu moins présents aujourd'hui dans la préoccupation des gens. Je peux difficilement comparer exactement à ce qui se passe au Portugal ou ailleurs, mais je ne crois pas qu'on soit dans ces schémas-là, parce qu'on essaie de construire. On a des conseillers municipaux, par exemple, où on participe complètement. On propose nos idées. Mais c'est vrai que c'est une bataille de tout le temps, de tous les jours, quoi. Nous, par contre, ce qu'on pense de fondamental, effectivement, c'est que ce qui est déterminant, c'est les luttes par en bas. Enfin, c'est que la population s'organise, c'est que les salariés s'organisent, avec les habitants. Enfin, voilà, nous on pense que ça c'est déterminant, et qu'en face, effectivement, on a un rouleau compresseur avec des capitalistes qui défendent leurs intérêts jusqu'au bout, et que nous en face, voilà. Mais après, on n'est pas. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par proposition, mais en tout cas, et en plus, on est complètement. Dès qu'on peut faire des collectifs unitaires avec justement les militants du PC, du PG, du Front de gauche notamment, avec les militants de lutte ouvrière, avec les militants associatifs. Il y a des frontières poreuses entre les divers mouvements de gauche. Mais au niveau de l'activité militante, on est archi avec les autres à tous les niveaux, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez du mouvement des indignés? Je demande ça parce qu'il est né au Portugal il y a un an, le 12 mars. Il a ensuite inspiré les indignés espagnols, Occupy Wall Street. Qu'est-ce que vous pensez de cette révolte? Et il n'a pas marché en France. Il n'a pas marché en France, justement. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement, de cette jeunesse qui dit non, qui a une révolte, mais qui n'est pas la révolte brute dont peut-être on avait un peu plus l'habitude en France? On est complètement solidaires. À Bordeaux, il y a des camarades, ils occupent la place Saint-Michel. Enfin, ils occupaient la place Saint-Michel. Non, là, partout où on peut, on y est, là aussi. C'est pas. Alors là-bas, la particularité du mouvement des indignés, c'est qu'on n'a pas d'autocollants NPA, personne n'a ses autocollants. Donc on est mélangé là-dedans, sans aucune identification. Et c'est bien aussi, ça nous gêne pas. Non, on est complètement solidaires. Besançon avait rendu visite aux indignés américains. On est allé les voir en Grèce aussi. Donc voilà, Non, on pense que justement. Comment expliquez-vous, alors, là, vous êtes du côté de ces mouvements un peu sociaux, et du côté politique, comment expliquez-vous que quelqu'un comment expliquez-vous que d'un autre côté, quelqu'un comme Mélenchon semble être en train de mordre sur l'électorat qui semblait chercher en vous l'expression de sa révolte? Moi, j'ai pas forcément l'explication à tout ça, mais c'est vrai qu'il y a une dynamique du côté de Mélenchon. Mais bon, après, les élections, c'est le côté particulier aussi. C'est-à-dire que moi, je suis un ouvrier, j'arrive et je dis pas votez pour moi. Vous allez voir, avec un petit bras musclé, on va changer les choses. Je dis seulement que voilà, il faut que nous, opprimés, on prenne confiance en nous-mêmes. Et moi, en tant que salarié, le message qu'on veut faire passer, c'est que la politique, c'est à nous d'en faire. Il faut qu'on s'empare de tout ça et qu'on n'a pas envie de déléguer ça à des politiciens, à des cravates, enfin des costards cravates. Mélenchon, par exemple, il a le gros défaut, à mon avis, d'être quelqu'un qui est intégré au système depuis trop longtemps. C'est un sénateur, député. Il vit de la politique et pourtant il dit des choses qui sont très proches de ce que nous on pense, effectivement. Mais c'est un peu le décalage qu'il y a. Et Mélenchon, il la joue, voilà, comme en politique on la joue, c'est-à-dire un peu le costaud. Et puis moi, vous allez voir. Bon, c'est peut-être ça qui marche mieux aussi. Mais nous, n'empêche qu'on a nos idées. On pense qu'il faut que ce qui est fondamental, c'est ça, c'est que la population, il faut qu'elle prenne ses affaires en main. Il faut qu'elle s'organise. Ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, quand on veut défendre la maternité des Lilas, heureusement qu'ils n'attendent pas qu'il y ait des décisions politiques soient prises par en haut. C'est qu'il y a un collectif qui est né avec des salariés, des habitants, et c'est comme ça qu'on sauve une maternité, c'est comme ça qu'on sauve un centre IVG. En se mobilisant par le bas. Voilà, oui, c'est. Bien sûr, je remercie Anna Navarro-Pedro parce que je voudrais vous entendre sur un autre aspect. Vous dites que c'est pas forcément en effet les dirigeants qui doivent régir la vie des citoyens. On va aller dans un pays formidable, pas loin de la France, qui s'appelle la Suisse. Et quand on a demandé aux citoyens par votation, comme on dit là-bas, une sorte de référendum, s'ils voulaient des congés en plus, eh bien, regardez ce qui s'est passé. Le pays que nous envient les patrons du monde entier.
En 1958, une initiative propose de réduire le temps de travail à 44 heures hebdomadaires. Refusé. Rebelote en 76 pour la semaine de 40 heures cette fois. Refusé. Ces 40 heures hebdomadaires sont à nouveau rejetées en 1988. En 2002, les employés ont la possibilité de goûter aux 36 heures, c'est non à 75%. 36 heures dans une entreprise, c'est pas assez. On ne peut pas donner le meilleur de soi. La Suisse, ce pays rêvé des employeurs où l'on refuse aussi 6 semaines de vacances. Et qui intrigue tellement les journalistes du pays des 35 heures. Épargnés par la crise, ils craignent d'être contaminés en prenant de mauvaises habitudes. Personnellement, j'ai déjà assez de vacances, alors en plus, ça m'irait pas, j'ai besoin de travailler, quoi. Pour cette équipe de télévision en reportage en Valais la semaine passée, cette conscience professionnelle si développée et si helvétique surprend. Là, par exemple, ce qui m'étonne, c'est que personne n'a parlé de la notion de qualité de vie. Pourquoi pas avoir une meilleure qualité de vie en travaillant un petit peu moins ? Au pays des travailleurs consciencieux, une seule fois, la population a accepté un jour de congé supplémentaire. En 1993, les Suisses déclarent alors le 1er août férié. Alors, vous voyez, quand on demande aux travailleurs, aux ouvriers eux-mêmes ce qu'ils en pensent, ils sont contre une 5e semaine de congé payé obligatoire. Dans bien des entreprises, en Suisse, ça existe déjà. Mais à nouveau, la question était de savoir s'il faut généraliser. Premièrement, qu'est-ce que vous en pensez ? Deuxièmement, est-ce qu'il faudrait faire une votation sur les 35 heures en France, savoir si on doit remonter à 39, à 40 ? Ouais, non, mais c'est vrai que c'est surprenant, là. Moi, j'ai pas toutes les données. Il doit y avoir des. De toute façon, il y a nous, un des camarades en Suisse qui sont pour la réduction du temps de travail. Donc, mais c'est aussi des courants minoritaires. Enfin, ça existe quand même. Il n'y a pas qu'une population entièrement. Mais c'est vrai je pense que ce qui marche, c'est cet argument comme quoi c'est la crise. Et si on diminue le temps de travail, si on est mieux payé, je pense que ça doit marcher. Il doit y avoir parce que déjà en France, il y en a qui croient. Il y en a qui croient qu'effectivement, les 35 heures, c'est un peu responsable de la merde dans laquelle on vit. Et que dès qu'on augmente des salaires, les gens, ils ont peur que derrière, ça veut dire qu'il y aura de menaces sur les licenciements ou des emplois qui disparaîtraient. Et ça, la propagande patronale, elle fonctionne. Donc ça, c'est une part de l'explication. Après, c'est pas une histoire d'avoir plus de congés ou pas, c'est qu'on peut quand même raisonnablement penser que le progrès social, enfin en tout cas le progrès technologique et scientifique, il pourrait quand même se traduire par un progrès des conditions de vie pour des millions de gens. Et c'est quand même aberrant de voir aujourd'hui des fortunes où on voit des milliardaires, enfin des gens qui ont 20, 30, 40 milliards de fortune, et qu'à côté de ça, il y a des gens qui vivent avec, parce que là les 35 heures c'est bidonné, parce qu'en réalité les gens ne bossent pas 35 heures, c'est avec les heures sup ou même en moyenne, je crois que c'est 38 heures, la moyenne de temps de travail réel en France. Mais avec des salaires misérables, avec des conditions de travail misérables. Donc c'est sûr qu'il y a un décalage énorme. Donc là, il faut qu'on discute du progrès social, il faut qu'on discute qu'il y a un moment donné, il faut partager les richesses, et c'est là où derrière aussi, il faut partager le pouvoir. Et donc c'est tout ça qu'il faudrait qu'on discute. C'est pas uniquement l'ouvrier qui voudrait se reposer, même si ça c'est hyper important. Et il faut d'ailleurs donner, il faut qu'il y ait un progrès pour la vie des gens. Un mot d'économie, vous êtes pour l'interdiction des licenciements ? Oui, on est pour l'interdiction des licenciements, on est pour l'arrêt des suppressions d'emplois dans une entreprise qui n'a plus de carnet de commandes. Ouais, mais là après ça voudrait dire, c'est pour ça que nous on discute d'abord il faut interdire les licenciements et les délocalisations, et puis ensuite il y a la question effectivement il y a les grosses entreprises, les multinationales et puis les petites, donc c'est pas forcément les mêmes conditions. Okay. Mais ça voudrait dire qu'il faudrait créer une 5e branche de la sécurité sociale qui soit financée par les multinationales et qui permette d'assurer la continuité du revenu pour des salariés par des formations et tout ça. Mais ça veut dire encore une fois que les milliards qui existent, par exemple du côté de Total, du côté des grosses entreprises, devraient permettre justement à ce que l'ensemble des salariés soient protégés. Mais l'urgence sociale aujourd'hui, effectivement, c'est de stopper le chômage et la précarité. Sinon, après, tout le reste, c'est du baratin. On peut toujours dire, c'est pas possible et tout ça. En fait, ceux qui disent que c'est pas possible, c'est parce qu'ils veulent bien garder leur bille et puis tous leurs milliards. Donc oui, nous, on dit, il faut rentrer dans le tas. Il faut faire en sorte que la société, les richesses aujourd'hui, elles doivent être partagées et profiter à tout le monde. Philippe Poutou, vous êtes signataire du pacte pour l'emploi, notamment pour l'égalité entre les femmes et pour les hommes, d'où cette chronique sur le plateau avec Isabelle qui vient de nous rejoindre et qui va nous donner quelques informations, quelques télégrammes, et vous allez les commenter. Alors Philippe Poutou, vous avez répondu présent la semaine dernière à l'appel des féministes, c'était à l'occasion de la Journée mondiale de la femme. Vous avez de toute façon, vous êtes engagé aux côtés du combat des féministes. Alors tout ça c'est très bien, mais je voudrais vous montrer ces 3 visages, on va les voir à l'écran dans un instant, vous les reconnaissez certainement.
il y a Alain Krivine, l'ex-chef de la LCR, l'ancienne Ligue communiste révolutionnaire, aujourd'hui dissoute, François Besancenot, votre prédécesseur, Olivier. Pardon, un lapsus, pas révélateur. Olivier Besancenot, donc votre prédécesseur comme candidat, et bien sûr vous. Alors, c'est bien tout ça, mais ça fait beaucoup d'hommes. On n'est pas un petit peu macho à l'extrême gauche ? Non, c'est pas pour ça qu'on est macho. C'est vrai que ça tombe mal. Il n'y a jamais eu de candidat ni de dirigeante. Mais si, il y a des dirigeantes. On a une porte-parole. Les deux porte-paroles de l'organisation, ce sont deux camarades filles, Christine Poupin et Myriam Martin. Et voilà, mais c'est vrai qu'au niveau des candidatures, on discute de profil et tout ça, puis les choix sont faits. Alors après, non, je pense pas que ce soit révélateur d'un machisme ou quoi que ce soit, parce que justement, on est dans les combats féministes et les élections législatives ou cantonales, c'est là, on est à la parité complète et on l'a toujours fait, et bien avant qu'il y ait des lois. Non, je crois pas. Là, c'est vrai que ça, on pourrait dire, on espère. Par contre, il faudrait espérer que la prochaine fois, ce soit une camarade. Vous ne pouvez que progresser. Vous suivez sans doute ce feuilleton sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, qui s'est invité dans cette campagne présidentielle. La semaine dernière, je vous parlais d'une prime anti-IVG en Allemagne. Cette fois, je vous emmène en Italie, où là, c'est un chèque anti-IVG. Les autorités locales du Piémont s'apprêtent à verser une rente mensuelle aux femmes qui souhaiteraient avorter pour raisons économiques, mais qui renonceraient donc à le faire. La rente, ce serait 250 € par mois pendant 18 mois. Donc, des bonnes intentions basées sur pour lutter contre la pauvreté de ces femmes. On a entendu les guillemets dans votre phrase, les bonnes intentions. Comment vous réagissez ? Nous, par rapport à l'IVG, on défend la gratuité de l'IVG, le droit à l'IVG, et qui est d'ailleurs en France remis en cause, ne serait-ce par la fermeture des centres IVG. Je crois qu'il y a 179 centres confirmés en 10 ans, donc c'est dramatique. Ça remet en cause ce droit-là, donc heureusement qu'il y a une bataille, et puis la bataille, elle est loin d'être finie, puis même, il faut la renforcer pour empêcher la fermeture d'IVG, pour le remboursement total, et puis y compris tout ce qui concerne c'est pas grave. Donc il faut la gratuité, il y a une bataille à mener. Nous on soutient complètement les collectifs, d'ailleurs même les collectifs de défense des maternités, tout ça, c'est hyper important. Et donc ça c'est des questions qui sont fondamentales. Vous êtes pour ce combat. Une dernière question, messieurs, que pensez-vous si on versait votre salaire sur le compte de votre femme, épouse ou compagne? C'est ce qui va se passer dans une province en Indonésie, parce que apparemment les autorités veulent lutter ainsi contre l'infidélité. Elles estiment qu'une fois que où allez-vous chercher toutes ces informations? Fonctionnaires ont touché leur salaire, ils ne savent plus trop se contrôler. Et apparemment, 90% des employés ont accepté cette démarche inédite. De donner ça vous laisse sans voix. On verserait le salaire aux épouses pour éviter de les donner aux hommes, de façon, en effet, à éviter cette infidélité lorsque le salaire arrive. Bon, on n'est pas obligé de faire des commentaires sur tout. C'est pas sûr que ça résolve le problème. Vous pouvez retrouver évidemment toutes ces infos sur notre site Terrienne, sur TV5. Je peux en profiter pour dire qu'on est pour l'égalité de salaire, évidemment, parce qu'il y a un écart qui est de 25 à 27%, je crois, pour un poste équivalent, à l'avantage des hommes. Donc nous, on est pour cette bataille-là, pour l'égalité salariale immédiate, parce qu'il faut une loi. Mais en plus, il faudrait aussi se poser la question de rattraper le retard tout le retard qui est pris. Parce qu'il y a la question des salaires, puis après, il y a aussi la question des postes. Moi, je suis dans une usine où... Vous êtes pour les quotas Non, mais la question des postes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, pendant des années, les filles ne pouvaient pas devenir mécaniciennes ou électriciennes. Et donc, du coup, évidemment, elles n'ont pas eu le droit... L'évolution de carrière n'est pas du tout la même. Donc, il y a un retard énorme qui est pris par l'ensemble des salariés femmes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi rattraper. Et ça voudrait dire que le patronat, il a des dizaines de milliers d'euros à payer quand même. Merci beaucoup, Isabelle, pour ce regard sur la planète femme. Merci d'avoir été des nôtres, Philippe Poutou. Peut-être encore une ou deux questions. On est clair, vous n'appellerez pas, si vous n'êtes pas au deuxième tour, vous n'appellerez pas à voter pour François Hollande ou pour un candidat de gauche. Non, c'est pas du tout ça qu'on veut dire. Nous, c'est que la campagne, un des axes de campagne qu'on va avoir, c'est qu'il faut absolument dégager Sarkozy et toute sa bande, les Guéant, Hortefeux, Besson. Enfin, on a quand même toute une clique à vouloir dégager parce qu'il y en a ras-le-bol de ce gouvernement-là. Mais après, ce que nous on dit, c'est que il faut le dégager. Mais après, quelle perspective politique? Et malheureusement, la solution de rechange aujourd'hui qui est favorite, c'est Hollande et le Parti socialiste qui eux mèneront une politique libérale. Alors au lieu d'austérité de droite, on aura une austérité de gauche. Vous pourriez mettre un bulletin de vote à Hollande? Mais nous, on n'est jamais resté neutre au deuxième tour. Donc il y a une priorité, c'est dégager Sarkozy, mais on veut discuter des conditions, des perspectives politiques après les élections. Donc on verra, mais c'est pour ça qu'on défend l'idée d'une riposte unitaire avec les militants du Front de gauche, avec les militants syndicaux, et qu'il faut se préparer à des luttes sociales par en bas. Et donc on verra. Mais c'est vrai que si on dit qu'il faut dégager Sarkozy, c'est que quand même derrière, quelque part, on ne sera pas neutre au second tour. On a compris le message subliminal. Les candidats qui s'expriment sur « si je perds, je fais autre chose », vous savez ce que vous faites après l'élection présidentielle? Oui, je sais que le 2 mai, je reprends mon travail à l'usine, quoi qu'il arrive. Vous redevenez
polonais, ouvriers, mécaniciens. Oui. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre fidélité à cette émission France 2012. Vous nous envoyez naturellement les questions, vos commentaires. Vous retrouvez également cette émission sur le site avec un certain nombre d'informations supplémentaires, notamment les livres, les revues autour de cette élection qui aura lieu dans 40 jours maintenant. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre France 2012. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur les antennes de TV5 Monde.